Bonjour à tous, bienvenue. On va directement passer la parole à Madame Manuelle Dupuis, directrice générale adjointe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des politiques transversales. Oui, bonjour à tous. Ravie d'introduire ce webinaire, d'autant que je vois que vous êtes connectés nombreux et je vous en remercie. Vous êtes plus de 400 participants aujourd'hui connectés pour cette présentation des appels à projets qui ont été ouverts très récemment. On appelle donc les approches territoriales. L'équipe de la direction des fonds européens a préparé ce webinaire pour vous, pour répondre, vous présenter déjà l'objet de cet appel à projet et puis répondre à un maximum de questions. Donc il y aura une présentation à plusieurs voix, un chat qui est ouvert et je voulais vous redire que c'était dans un objectif d'accompagnement et d'appui pour les territoires que voilà, ce temps d'information à votre intention avait été construit. Alors, je ne vais pas être très longue dans mon introduction parce que ce qui vous intéresse, c'est vraiment, voilà, je pense, vraiment de décortiquer l'appel à projet avec l'équipe de la région et vous redire que le programme 21-27 voilà, a été adopté il y a maintenant quelques mois, qu'il est doté d'une enveloppe de 880 millions d'euros pour l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes et que la région avait souhaité que cette programmation renforce la mobilisation des fonds européens au bénéfice des territoires et en particulier des territoires ruraux. Notre président et nos élus y sont très attachés. Notre président nous l'a encore rappelé ce matin. Cette priorité 5 dont on va parler aujourd'hui répond vraiment à un enjeu de réduire les disparités territoriales, sociales et économiques qui peuvent exister au niveau infrarégional. Et donc, la Commission a décliné cet objectif en deux volets qui correspondent à deux appels à projets distincts, l'un en faveur des territoires urbains, l'autre en faveur des territoires non urbains ou territoires ruraux. Et c'est bien ces deux volets qui vont vous être présentés aujourd'hui. Avec une enveloppe, voilà, ça s'affiche à l'écran, 50 millions d'euros de FEDER qui sont répartis d'une part donc de l'ordre de 29 millions pour les territoires urbains et 21 millions pour les territoires ruraux. Il nous a paru important d'activer ces deux volets, d'ouvrir ces appels à projets de manière simultanée pour qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire et favoriser, accompagner des initiatives locales. Voilà, cette mesure est ouverte par le biais de ces deux appels à projets actuellement ouverts. C'est vraiment une opportunité que je vous invite à saisir voilà, massivement, donc à travailler, à vous faire accompagner par nos équipes pour que vos projets s'inscrivent le mieux possible dans cet appel à projet. Vous pourrez voir que le cadre est relativement ouvert. Il y a voilà, un certain nombre d'exigences, comme à chaque fois pour les fonds européens, mais l'idée est bien de favoriser l'émergence d'un certain nombre de maximum de projets pour l'ensemble des territoires. Voilà, je redis que ce webinaire est fait pour vous, pour répondre à vos questions et que l'équipe qui est présente en partie devant vous aujourd'hui est là pour vous accompagner dans vos projets et faire en sorte que vous puissiez bénéficier de cette nouvelle programmation qui démarre voilà, ces semaines à venir. Voilà, merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Prouveau, chargée de mission du FEDER, notamment en charge de cette thématique. Pour cette présentation, je suis accompagnée aujourd'hui de Madeleine Sophie Tête et Ségolène Rabier qui présenteront par la suite le détail des actions, les conditions d'éligibilité des projets ainsi que le processus de sélection. Une équipe de modérateurs est également présente pour répondre à vos questions tout au long de la présentation. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur l'onglet Q et A sur le volet vertical à droite de votre écran. En fin de présentation, nos collègues Julien Sergent et Michael Brasilier répondront aussi aux questions qui ont déjà été posées via la boîte mail dédiée. Donc ces questions seront aussi publiées sur la foire aux questions, ou l'ont déjà été, puisqu'il y a déjà eu une publication hier. Donc la publication est faite sur le site de l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est important de noter qu'aujourd'hui, on ne pourra pas répondre sur l'éligibilité de vos projets dans le détail pour éviter toute rupture d'égalité entre les candidats. Donc sur les deux appels à projets
dont il est question aujourd'hui. L'un concerne le volet urbain et l'autre le volet non urbain, donc le volet rural. Il est important de noter que ces deux appels à projets ont été construits de la même manière. Donc les thématiques, le calendrier, les critères d'éligibilité et de sélection sont les mêmes pour les deux appels à projets. Les seuls points qui diffèrent sont les bénéficiaires éligibles et les seuils de subvention minimales à respecter pour ces deux appels à projets. Donc concernant l'appel à projet urbain, les bénéficiaires éligibles sont les communautés d'agglomération et leurs communes, ainsi que les communes des métropoles. Les projets devront bénéficier d'un minimum de 1 million d'euros de subventions FEDER à l'issue de l'instruction. Concernant l'appel à projet non urbain, les bénéficiaires éligibles sont les communautés de communes et leurs communes. Et les projets devront bénéficier d'un minimum de 250 000 euros de subventions FEDER à l'issue de l'instruction. Donc il est important de noter que ce minimum de subventions FEDER sera regardé à l'issue de l'instruction et qu'il n'est pas nécessaire de rajouter des dépenses qui pourraient être écartées à l'instruction et donc qui feraient en sorte que le projet ne soit pas éligible finalement. Maintenant qu'on a parlé un peu de ces deux appels à projets, du contexte de ces deux appels à projets, on va rentrer dans les objectifs du volet territorial. Donc le premier volet, que vous pouvez voir à l'écran, est promouvoir un aménagement équilibré du territoire. Le second, c'est structurer l'espace régional en revitalisant les territoires. Et le troisième objectif est de répondre aux stratégies locales de développement territorial, donc type PLUI, SCOT. Et donc vos projets devront s'inscrire sur des stratégies déjà existantes dont l'objectif est de développer l'attractivité des territoires concernés. Donc il est important de noter que le projet doit mentionner explicitement la stratégie visée et qu'il devra faire l'objet d'une lettre de soutien délivrée par l'autorité responsable de la stratégie. Donc maintenant qu'on a pu voir le contexte de ces deux appels à projets, je vais laisser la parole à ma collègue Ségolène Rabier qui va détailler les actions. Donc, dans le cadre de ces appels à projets, 3 types d'actions pourront être soutenues. Donc, premièrement, des actions permettant d'améliorer, revitaliser l'espace public et favoriser la requalification des territoires. Deuxièmement, des actions permettant de renforcer la sécurité dans les espaces publics. Et troisièmement, des actions permettant de renforcer l'attractivité des territoires via le financement d'équipements structurants, culturels, sportifs, de loisirs, associatifs et de services à la population. Chaque candidature, c'est-à-dire chaque dossier déposé, doit émarger à une seule de ces actions. Si un même porteur a des projets répondant à plusieurs actions, il devra donc déposer plusieurs candidatures. Je vais maintenant vous détailler les actions soutenues. Dans le cadre du premier type d'action, améliorer, revitaliser l'espace public et favoriser la requalification des communes, les projets soutenus devront proposer des aménagements qualitatifs, adaptés et accessibles à tous, répondre aux besoins de la population et favoriser l'aménagement d'espaces publics et l'amélioration du cadre de vie. Il s'agira par exemple de financer des aménagements paysagers, de quartiers et de centres-villes, de parcs publics, d'aires de jeu ou encore de cours d'école. Les projets soutenus devront accorder une attention particulière à l'adaptation au changement climatique, à la qualité urbaine et paysagère, l'accessibilité des publics et l'utilité sociale et ou économique du projet. Pour finir, il est important de noter que les projets de valorisation et de reconquête du foncier de type réhabilitation et aménagement de friches, valorisation et remise sur le marché de foncier ne pourront pas être soutenus dans le cadre de ces appels à projets. Le type d'action renforcer la sécurité dans les espaces publics soutiendra 2 types de projets. Les installations et extensions de systèmes de vidéoprotection et les équipements techniques et informatiques nécessaires à la visualisation des images transmises par les caméras de systèmes de vidéoprotection dans le cadre de projets de création, de rénovation et d'extension de centres de supervision urbaine. Pour la mise en place de systèmes de vidéoprotection de l'espace public, l'autorisation préfectorale ou au moins la preuve de dépôt de la demande nécessaire à la création
devra être fourni lors du dépôt sur la plateforme e-Synergie. Dans le cadre du type d'action « Renforcer l'attractivité des territoires via le financement d'équipements structurants », les projets soutenus devront améliorer l'accessibilité des publics aux services et aux équipements, renforcer l'attractivité des territoires ou répondre aux besoins de services des habitants. Certains projets ne pourront pas être soutenus au titre de cet appel à projets, notamment les projets d'équipement, d'animation économique et sociale des territoires, comme les tiers-lieux, pépinières ou espaces de coworking, les structures de type maison ou centre de santé ou hébergement de personnes âgées, ou encore les projets de construction, réhabilitation et extension de bâtiments d'éducation et services administratifs. Je passe la parole à ma collègue Sarah Prouveau qui va maintenant vous présenter les dépenses éligibles et non éligibles sur ces appels à projets. Donc vous pouvez voir sur votre écran la liste des dépenses éligibles qui s'affiche. Donc c'est une liste exhaustive. Elle est composée donc notamment de prestations externes de services. Donc par exemple, prestations d'installation de caméras, études et diagnostics énergétiques ou prestations paysagistes. Il y a également les équipements matériels et immatériels, ainsi que les travaux. Donc il est important de noter que dès le dépôt du dossier, les dépenses doivent être chiffrées sur la base d'APD, DPGF ou sur la base de devis. Et par ailleurs, il y a un taux forfaitaire de 7% qui pourra être appliqué par l'autorité de gestion. Donc sur la base des dépenses directes, ce taux sera appliqué sur les dépenses directes pour couvrir les dépenses indirectes de l'opération. Mais ce taux est appliqué par l'autorité de gestion. Ce n'est pas au porteur de projet, au candidat de le calculer et de le présenter dans son plan de financement. Par contre, on le verra un peu plus loin, il faudra apporter la preuve que vous avez des dépenses indirectes. Donc ce point sera détaillé plus tard par ma collègue Madeleine Sophie-Tête. Donc on peut maintenant parler des dépenses non éligibles. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, cette liste est non exhaustive. Donc elle est composée notamment des acquisitions foncières, assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, de la TVA. Donc la TVA est exclue pour la totalité du programme FEDER 2021-2027 et donc les dépenses doivent être présentées en hors taxe. Les consommables et les contributions en nature, les amortissements, les dépenses de crédit bail, les retenues de garantie sont également des dépenses inéligibles, ainsi que toutes les autres que vous voyez à l'écran. Donc je le répète, c'est bien une liste non exhaustive. Donc maintenant qu'on a parlé des dépenses, on va vous présenter un exemple de projet finançable. Donc c'est un projet porté par une commune. Donc l'objectif est de désenclaver un quartier et de faciliter les déplacements, mais également de changer l'image du bourg et d'améliorer la qualité environnementale. Donc pour cela, le projet est de requalifier un quartier, par exemple en aménagement un parvis devant une école, en faisant l'acquisition de mobilier urbain ou en aménageant une place publique. Donc ce projet émarge au sous-type d'action numéro 1 qui est améliorer, revitaliser l'espace public et favoriser la requalification des territoires. Les dépenses liées à ce projet sont des dépenses de travaux, VRD, ouvrages d'art, espaces verts, mobilier urbain. Et donc ce projet répond aux critères de sélection. Le porteur de projet nous a démontré qu'il répondait aux critères de sélection. Donc par sa dimension environnementale, il y a une volonté de préserver les continuités écologiques. Il y a une utilisation de matériaux permettant une meilleure gestion de la ressource en eau, par exemple. Il répond également aux critères de maturité technique. Donc sa mise en œuvre est prévue en 2024, le calendrier est détaillé et respecté, et on voit que le projet est mature. Il répond également aux critères par sa dimension sociétale, qui est par exemple de créer du lien entre les habitants. Concernant le taux d'intervention du FEDER, donc le taux moyen d'intervention est de 40% pour les opérations réalisées sur les territoires rhône-alpins et 60% pour les opérations réalisées sur le territoire ex-auvergnat. Le FEDER est le dernier financeur, donc en fonction des cofinancements présentés et pour respecter le taux maximum d'aide publique, le taux FEDER pourra être ajusté.
Il est important de retenir qu'à l'issue de la phase d'instruction de chaque projet, l'autorité de gestion applique donc le taux d'intervention du FEDER et ce taux dépend notamment du cadre réglementaire et des disponibilités financières de l'appel à projet. Donc maintenant qu'on a pu voir le détail des actions finançables ainsi que les dépenses et le plan de financement, Madeleine Sophie-Tête va vous présenter le circuit d'examen des candidatures. Donc, bonjour, donc nous allons voir l'examen des candidatures. Donc comment l'autorité de gestion va examiner vos candidatures. Il y a 4 points importants à avoir en tête. Le respect des critères d'éligibilité, les critères de sélection, la phase d'instruction et le comité de programmation. Nous allons reprendre ces phases une par une. Alors, concernant les critères d'éligibilité, le projet est éligible au titre de ces 2 appels à projets si tous les critères suivants sont remplis. Émarger au titre d'une stratégie territoriale intégrée, on reprécisera ce que cela signifie dans le slide suivant. Se situer sur un territoire éligible, faire partie des actions éligibles, celles qui ont été précédemment nommées, faire partie des bénéficiaires éligibles, présenter des dépenses éligibles et justifier après instruction du montant minimum requis de subvention FEDER. Donc si un ou plusieurs critères d'éligibilité ne sont pas remplis, l'instruction est interrompue et le dossier sera qualifié de non éligible. Je me permets de préciser, c'est vraiment si un seul des critères d'éligibilité n'est pas rempli, votre candidature ne pourra pas être instruite et programmée en avis favorable. Ensuite, on va voir ce que signifie émarger à une stratégie territoriale intégrée. Sarah en a déjà parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une stratégie territoriale intégrée? C'est une stratégie existante et qui a pour objectif de développer l'attractivité du territoire concerné, type SCOT ou PLUI. Donc là, le porteur doit vraiment démontrer que le projet s'inscrit dans une stratégie de développement territorial, dans une vision et un projet cohérent avec les besoins du territoire. Pour cela, concrètement, 2 possibilités. Alors, le projet est mentionné explicitement dans une stratégie territoriale locale ou, deuxième possibilité, le projet n'est pas mentionné explicitement, mais le projet doit donc démontrer sa cohérence avec la stratégie visée. Alors, comment justifier de cette inscription dans une stratégie territoriale intégrée? Dans le premier cas, quelque part simplement, vous nous donnez la référence de la stratégie à laquelle votre projet émarge et vous nous fournissez le document, preuve à l'appui. Dans le deuxième cas, nous vous demandons de nous fournir une lettre de soutien argumentée de l'intercommunalité. Vous pouvez vous référer à une notice de candidature où il y a des encarts qui vous permettent en fait d'argumenter en fait le rapprochement de votre projet à une stratégie territoriale intégrée. Cette démonstration est vraiment primordiale pour que le projet soit éligible et pour qu'on puisse valider le fait que vous remplissiez ce critère d'éligibilité. Maintenant, nous allons voir les critères de sélection. Alors, une fois les critères d'éligibilité vus et reconnus, l'autorité de gestion va ensuite analyser les candidatures en fonction de critères de sélection. Chaque dossier doit être déposé avec une note argumentée, répondant à l'ensemble des critères de sélection. Le dossier doit être le plus complet et le plus précis possible. En effet, aucun élément supplémentaire ne sera demandé au porteur de projet. Et
Donc, il sera donc noté, votre projet, avec les éléments transmis lors du dépôt de dossier. Donc, voici les critères de sélection. Il y en a 3. L'impact du projet sur le territoire, la plus-value du projet et la maturité du projet. Ces critères sont précisés par des sous-critères qui apparaissent à l'écran. Je vous laisse prendre connaissance. Voilà, donc c'est sur tous ces éléments que l'autorité de gestion s'appuiera pour noter et retenir votre candidature. Donc je laisse la parole à Ségolène Rabier pour poursuivre la présentation. Concernant les pièces administratives à joindre à votre dossier, la liste complète s'affiche à l'écran et vous pouvez la retrouver en page 5 de la notice de candidature. Il faudra notamment fournir la lettre d'engagement, votre RIB ou encore l'attestation de régularité fiscale, ainsi que tout document jugé nécessaire pour appuyer votre demande. Donc, j'attire votre attention sur ce point, car pour bénéficier du taux forfaitaire de 7% qui vous a été présenté précédemment, il faudra fournir tout document permettant de justifier de dépenses indirectes. Cela peut être par exemple des frais de structure comme des loyers ou des factures d'électricité. Concernant la phase d'instruction, il y a plusieurs points de vigilance à retenir. Premièrement, comme le disait ma collègue Madeleine Sophie précédemment, il est important que les dossiers déposés soient complets, afin d'assurer une égalité de traitement. Deuxièmement, au moment du dépôt sur la plateforme e-Synergie, il faudra bien penser à sélectionner le mode de dépôt appel à projet et non pas au fil de l'eau. Dans le cadre de l'instruction d'une candidature à l'appel à projet, on retrouve 2 entités. D'une part, le comité de programmation qui émet un avis sur les notations et le classement des projets, et d'autre part, l'autorité de gestion FEDER qui valide les notations et le classement des projets, notifie les décisions favorables et les rejets aux porteurs de projets, et qui adresse les conventions attributives de subventions aux lauréats. En termes d'obligations contractuelles, les lauréats devront respecter les modalités prévues dans la convention, c'est-à-dire notamment de respecter les périodes d'éligibilité des dépenses et le calendrier de demande de paiement. J'attire également votre attention sur l'obligation de respecter le calendrier de demande de paiement, qu'il s'agit d'une nouveauté du programme opérationnel 2021-2027. Les lauréats devront également déposer des demandes de paiement avec des factures acquittées, disposer d'une comptabilité séparée pour le suivi des dépenses liées à l'opération, c'est-à-dire que l'on pourra retrouver les dépenses liées au projet à partir d'un code comptable que vous aurez défini au préalable. Et se conformer à la réglementation européenne et nationale, donc respect des règles de la commande publique, prévention des conflits et de la lutte antifraude, et respect des obligations de publicité de l'aide européenne. Le dossier de candidature est à déposer sur notre plateforme e-Synergie au plus tard le 3 mars 2023 avant 12 h. Les dépenses sont éligibles entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029. Il est important de noter que si l'opération est achevée avant le dépôt de la demande d'aide, elle n'est pas éligible. Le portail e-Synergie sera fermé après le 3 mars et il n'y aura donc pas de délai supplémentaire. Et je reprécise, le 3 mars avant midi, il sera fermé à midi. Donc notre présentation est maintenant terminée. Nos collègues Julien Sergent et Michael Brasilier vont répondre aux principales questions qui ont été posées dans la partie Q&A. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez continuer de poser vos questions via l'espace Q&A. Nos collègues s'efforcent d'apporter par écrit des réponses à chacun d'entre vous. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées jusqu'à présent. Rassurez-vous, aucune question ne restera sans réponse. Si nous n'avons pas eu le temps de la traiter dans le délai imparti, votre question et sa réponse seront publiées sur la foire aux questions du site L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la rubrique Appel à projet de l'approche territoriale. Si une question vous vient par la suite, n'hésitez pas à la poser à l'adresse mail suivante aapfeder@auvergne-rhône-alpes.fr.
auvergne-rhône-alpes.fr, et ce, avant le 24 février. Nous allons maintenant revenir à la fois sur des questions qui ont été déposées depuis l'ouverture de l'appel à projet et que vous pouvez retrouver dès ce jour dans la foire aux questions sur le site L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous reviendrons aussi sur celles qui ont été posées fréquemment dans le fil de discussion qui apparaît sous nos yeux ou qui méritent que nous apportions des réponses complémentaires. Pour débuter cette séquence, nous commencerons par des questions propres au montage des dossiers ou aux règles relatives aux fonds européens. Puis dans un second temps, nous examinerons les principales questions posées sur le type d'action soutenue. Donc, concernant les questions qui ont trait avec le montage des dossiers, vous nous avez demandé si une collectivité peut présenter un dossier qui répondrait à plusieurs actions soutenues par l'appel à projet. Donc la réponse est non. Chaque dossier déposé ne peut émarger qu'à une seule action. Si sur votre territoire vous souhaitez, par exemple, financer un équipement structurant et requalifier les espaces publics situés autour, vous devrez donc déposer 2 dossiers distincts. Nous avons reçu une question concernant une collectivité qui a passé un seul et même marché public pour la construction de plusieurs équipements structurants. Elle souhaitait savoir si elle devait déposer un seul ou plusieurs dossiers dans le cadre de cet appel à projet. Dans ce cas, nous avons donc une collectivité qui est maître d'ouvrage pour l'ensemble des constructions. Et ces différentes opérations portent sur le même action, à savoir renforcer l'attractivité des territoires via le financement d'équipements structurants. Donc dans ce cas-là, elle pourra déposer un dossier unique pour l'ensemble des constructions. Nous avons également été interrogés sur des projets qui ont déjà démarré, qui sont même en cours d'achèvement. Les collectivités qui portent ces projets nous demandent si elles peuvent déposer leur dossier dans le cadre de l'appel à projet. Donc nous rappelons la règle qui prévaut pour cet appel à projet, mais plus généralement pour les fonds européens. Si votre opération n'est pas matériellement achevée ou totalement mise en œuvre, vous pouvez déposer une demande de subvention, en l'occurrence candidater pour l'appel à projet présent. Nous vous rappelons toutefois que seules les dépenses acquittées à compter du 1er janvier 2021 sont éligibles. Donc si votre projet a démarré avant, toutes les dépenses qui auraient été acquittées avant cette date ne pourront pas être mises dans le projet FEDER. Une question qui est souvent revenue, c'est est-ce que l'appel à projet sera renouvelé en 2023 ou ultérieurement? Donc toute la dotation financière qui est allouée pour la période 2021-2027 et qui est dédiée à l'accompagnement des territoires fragiles est mobilisée dans le cadre de ces 2 appels à projets. Enfin, une dernière question concernant le montant FEDER que les porteurs de projets doivent solliciter. Donc, à titre indicatif, le taux moyen d'intervention du FEDER est de 60% sur l'ex-territoire auvergnat et de 40% sur l'ex-territoire rhône-alpin. À l'issue de l'instruction et au regard des dépenses qui sont présentées, les dossiers doivent atteindre un minimum de 1 million d'euros de FEDER en zone urbaine et 250 000 euros en zone non urbaine. Il faut garder en tête que le FEDER reste plafonné par la limite du cumul d'aides publiques et la participation éventuelle d'autres cofinanceurs sur vos projets. Ce n'est seulement en fonction de tous ces paramètres que l'autorité de gestion fixera un taux d'intervention pour vos projets. Merci Julien. Nous pouvons à présent citer les principales questions qui concernent le type d'action soutenue. On vous rappelle que l'action 1 consiste à améliorer et revitaliser l'espace public et favoriser la revitalisation des communes ou la requalification urbaine. On va retrouver dans cette action des projets qui permettent l'amélioration du cadre de vie et le renforcement de l'attractivité des communes en proposant des aménagements qualitatifs, adaptés et accessibles à tous. Au titre de cette action, vous nous avez interrogé, notamment dans la foire aux questions, sur l'éligibilité d'un projet de réseau et équipement de distribution, assainissement des eaux et de voirie, VRD. Il est à noter que ces dépenses de travaux sont éligibles uniquement si elles sont intégrées dans un projet plus global. Il ne faut pas que ces dépenses constituent un projet isolé, en soi un projet isolé. Pour l'action 2, renforcer la sécurité dans les espaces publics, on va retrouver
des typologies de projets qui concerneront les aménagements en vue de la sécurisation des espaces publics. Concrètement, si l'on demande à l'autorité de gestion de financer des dépenses de travaux pour un PC de sécurité, l'autorité de gestion vous répondra que ce n'est pas possible, puisque les dépenses de construction et de réhabilitation de bâtiments sont inéligibles. Cela vous avait été précisé dans l'action numéro 2. Enfin, pour l'action numéro 3, relative au financement des équipements structurants, il nous a été demandé si la rénovation d'une église était éligible. Donc la réponse est non, car ce n'est pas un équipement structurant de type culturel, sportif, de loisirs, associatif ou de service à la population. Nous avez également interrogé sur la possibilité de financer un hôtel d'entreprise. Comme indiqué dans le cahier des charges, les projets d'équipement d'animation économique et sociale des territoires, comme les tiers-lieux, les pépinières ou bien les espaces de coworking, sont inéligibles. C'est la même réponse pour les types de maisons de santé ou les centres d'hébergement de personnes âgées. Enfin, concernant la construction des gymnases et des équipements sportifs, nous vous rappelons qu'ils sont éligibles à l'appel à projet. Cependant, dès lors que les équipements sont destinés à une utilisation d'éducation, donc rattachés à des écoles, des collèges ou des lycées, ceux-ci ne peuvent pas être financés sur l'appel à projet de l'OS 5, mais pourraient être éligibles sur la priorité numéro 2. Je passe la parole à Madeleine Sophie pour la conclusion de ce webinaire. Donc, en synthèse, ce qu'on vous invite à retenir, c'est qu'il y a des informations importantes. On n'a plus de son. Côté, on vous entend plus. Alors, a priori, vous ne nous entendez plus. Attendez. Question dans le chat. Des questions. Sinon, si vous nous entendez, vous pouvez peut-être le mettre dans l'onglet des questions pour voir si vous nous entendez. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez encore, s'il vous plaît? C'est bon, il y a les confirmations. Ah, d'accord. C'est bon? Ok. Merci. Désolée, petit problème technique résolu. Donc, voilà, ce qu'on vous invite à retenir, c'est le petit mémo de la fin, c'est que vous avez toutes les informations sur le site europe-en-auvergne-rhône-alpes.eu. Donc, il y a le cahier des charges des appels à projets et la notice de candidature qui liste tous les éléments à fournir. Il est important de retenir que votre projet doit s'inscrire dans une stratégie locale territoriale, qui doit être complet, donc répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité et comporter une note argumentée répondant aux critères de sélection. Pour être éligible, l'opération ne doit pas être achevée matériellement ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement ne soit soumise. Et on vous a remis le lien pour déposer votre dossier. Voilà. Tu peux jouer. Voilà. Donc, Mickaël vous l'a dit tout à l'heure, vous avez jusqu'au 24 février pour poser toutes vos questions à l'adresse mail suivante aapfeder@auvergne-rhône-alpes.fr. Une réponse vous sera apportée sur la FAQ du site de l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous la mettons régulièrement à jour. Nous vous proposerons le replay de cette présentation et le PowerPoint en PDF, voilà, qui seront mis sur le site internet de l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes. À la suite de ce webinaire, on va vous transmettre une enquête de satisfaction. Si vous ne souhaitez pas la recevoir, merci de nous le signaler par mail. Vous pouvez le signaler sur la boîte mail AAP-FEDER. Voilà. Vous retrouvez toute l'actualité des programmes et des autres appels à projets sur le portail des fonds européens. Et nous vous remercions pour votre attention.